La vie d'artiste, Stéphane Funière. Bonjour et bienvenue dans La vie d'artiste sur RCF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Henri Serroca. Bonjour Henri Serroca. Bonjour. On reviendra sur votre musique tout au long de cette émission de La vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste de l'enfance à aujourd'hui. Un grand témoin s'invitera également dans cette émission pour parler de votre vie d'artiste. Et ici, dans cette émission, La vie d'artiste est écoutée avec inspiration. Et donc, cette première question de La vie d'artiste, c'est: est-ce que votre vie d'artiste a rejoint votre rêve d'enfant? Ah oui, on peut dire ça. Depuis 1966, j'étais encore à l'école d'ailleurs, je faisais mon ATD, et donc j'avais toujours un rêve, c'est de chanter. Et j'ai très vite appris la guitare, et un ami gitan qui m'a appris à jouer de la guitare, et ce qui m'a amené à composer mes propres chansons aussi, par après. Et donc j'ai voyagé pas mal en chanson au début, sur pas mal de maisons de disques, donc Barclay, Vogue, Decca, RCA, enfin j'en ai fait pas mal, comme tout chanteur qui se respecte. Mais donc après j'ai fait chanter les autres. Et donc ça devenait encore plus intéressant parce que je pouvais m'adresser à des chanteuses, à des chanteurs, et ma foi, ça fait plaisir aussi de lancer des jeunes qui démarrent dans la chanson. Ça m'est arrivé quelquefois, mais aussi quelques anciens à qui j'ai refilé quelques chansons que j'avais composées. Après, donc, ça a duré quand même 40 ans de chansons, mais parallèlement à ça, j'ai fait surtout des musiques de films. Et ça, c'était aussi une passion. Parce que j'allais au cinéma parfois 2 fois par jour à l'époque. Et donc j'adorais les musiques de films et ma foi, j'étais très heureux de plonger là-dedans, quoi. Donc on dit qu'on parle de l'enfance dans La vie d'artiste. Je voulais savoir, votre première émotion musicale en tant qu'enfant, c'était quoi? Mais quand j'étais gosse, vous n'allez jamais le croire, j'étais, paraît-il, dans mon parc et je dirigeais. Mais c'était carrément une symphonie de Beethoven. Et donc ça m'a un peu étonné. C'est ma mère qui m'a raconté ça. Puisqu'aujourd'hui, je suis devenu chef d'orchestre, donc je dirige mes propres musiques. Mais uniquement mes propres musiques, j'insiste, parce que j'ai pas fait le conservatoire. Et comme toujours, j'ai dû apprendre très vite, puisque tout ce que j'ai fait, je suis autodidacte, mais je l'ai fait sur le terrain. Donc, il fallait apprendre vite. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que quand je devais écrire un concerto de piano, j'ai demandé à un prof de m'apprendre à jouer du piano un petit peu, juste pour montrer ce que je voulais. Et quand il s'agissait d'œuvres symphoniques, j'ai travaillé avec beaucoup d'orchestrateurs, évidemment. Eux, évidemment, Grand Prix de conservatoire, etc. Pour vous citer quelques noms, c'est Willy Mortier, qui était un prof au conservatoire de Bruxelles, et qui m'a accompagné en Chine même, pour une musique de film que j'avais fait pour Sebastian Starbear, qui était en fait un dessin animé long métrage, coproduit par la Hollande, l'Angleterre et la Chine. Donc j'ai un peu tâté de tout. Enfin bon, c'est... À quel moment vous avez su que vous allez être chanteur ou musicien? Quel était le carrefour de votre vie qui vous a fait diriger plutôt vers la musique? Mais écoutez, après avoir chanté, donc j'ai fait pas mal de tournées aussi en tant que chanteur. J'ai enregistré pas mal de disques, même en langue allemande, puisque j'allais souvent à Berlin, où j'étais dans la maison mythique Hansa, qui possède les studios les plus mythiques d'Allemagne, même d'Europe, je dirais, puisque David Bowie avait enregistré là. Et donc, tout ce parcours était chouette, évidemment, mais il me manquait encore quelque chose, c'est l'écriture pour la musique de film. Donc, et ça, c'est venu quand même en 1971 déjà, où j'ai commencé par une première musique de film qui s'appelait Son premier été, une coproduction franco-belge,
réalisé par Joao Correa. Et donc là, je me suis pris vraiment de passion pour la musique de film. Et après coup, j'en ai fait une trentaine. Donc c'était, à mon avis, le tournant est venu à partir de 71. Donc il y a eu plein de choses. Il y a eu une comédie musicale aussi qu'on a tournée en Angleterre, qui était une coproduction entre l'Angleterre, la Belgique et la Pologne. C'était Alice, donc basé sur Alice au Pays des Merveilles. Et il y avait notamment Jean-Pierre Cassel qui dansait des claquettes sur ma musique. Donc une rencontre extraordinaire, quoi. Est-ce qu'il y a des références qui vous suivent justement dans votre vie pour la composition, qui vous inspirent? Mais surtout dernièrement, les références. Suffit d'aller sur Google, j'imagine. Parce que bon, on me rajoute tout le temps des trucs. J'ai des fans qui m'envoient des choses sur YouTube où je me souvenais même pas d'avoir fait ça. Donc que ce soit des émissions de télévision quand j'étais chanteur, ou même des musiques des enregistrements live. Donc quand je donnais des concerts à Prague, en Tchécoslovaquie à l'époque, dans cette fameuse salle Lucerna, j'ai eu ça dernièrement, j'étais assez surpris. Et le public tchèque à l'époque était fabuleux. Et donc c'est suivi de... Après tous ces concerts, ce qui était important, c'était aussi de laisser une écriture. Et donc de plus en plus, j'ai écrit des œuvres orchestrées aussi, pour grand orchestre. Notamment, d'ailleurs, une référence, c'est l'hymne olympique que j'ai fait en 84. Et avec l'orchestre symphonique de la RTB à l'époque qui existait encore. L'hymne olympique pour la Belgique ou l'hymne pour Mexico? Pour la Belgique. Parce qu'il y avait Mexico aussi. Non, Mexico, c'était l'hymne des Diables Rouges. Les Diables Rouges. Ouais, pour le Mexique, mais ça c'était en 86. Ouais, d'accord. Et donc, comme j'étais spécialisé en hymne à l'époque, parce que c'est assez marrant, ça a été disque d'or d'ailleurs, parce qu'on a vendu quand même pas mal d'albums chez Polydor encore à l'époque. Donc l'hymne olympique, j'avais créé ça avec l'orchestre symphonique de la RTB qui existait place Flagey, comme vous vous souvenez. Et donc par après, j'ai transféré les enregistrements symphoniques dans mon propre studio qui se trouvait près de la place de Brouckère, le studio d'Es. Et ce studio d'Es qui était un endroit mythique aussi où j'enregistrais d'une façon permanente, je suis devenu propriétaire des lieux. Comme ça, je pouvais faire mes petits bébés à l'aise. Et figurez-vous que cet orchestre symphonique, j'y ai rajouté de la pop. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue aussi de faire un peu ce qu'on appelle du crossover. Donc, rajouter des instruments pop comme guitare électrique ou la batterie Simmons ou une fretless, une basse. Et pour avoir des sonorités plus actuelles et plus marrantes. Moi, je me marre toujours quand je fais des choses pareilles. Donc, notamment le dernier disque en date, l'Odyssea, qui est pop classique, il faut le dire. Voilà, vous me tendez justement la perche, mais je propose d'écouter justement un petit peu cet univers musical que vous composez, en écoutant un extrait d'Odyssea. Moi, j'ai choisi Sirène, et on en parlera tout de suite après. Ah oui.
Donc on vient d'entendre un extrait de l'album Odyssea, c'était Sirène, par Henri Serroca. Comment est venue l'idée de ce disque ? Je dois dire que j'ai un complice dans cette affaire qui s'appelle Dominique Corbiot. Dominique Corbiot est un contre-ténor que j'ai eu la chance d'engager sur mon oratorio, donc mon credo aussi, qui est une autre composition, mais plus classique, qui au départ était une musique de film, et donc il chantait comme contre-ténor dans mon oratorio. Et alors on a eu l'idée tous les deux. Il m'a dit, écoute, tu fais des musiques intéressantes, on devrait faire un truc ensemble, tout à fait hors du commun. Et c'est lui qui a eu l'idée de faire cette Odyssée. Il y a des images aussi qui passent en c'est ça, donc ça je m'en suis occupé par après, parce que c'est un projet qui s'est développé sur 3 ans, et que j'ai enregistré à Varsovie, avec les meilleurs musiciens de Varsovie, le Symphonia Viva, et des musiciens pop, donc que ce soit guitare électrique, accordéon, enfin on y a rajouté surtout des effets spéciaux. Donc et une chorale fabuleuse, la chorale de Stettin, et qui se trouve près de la Baltique. Donc j'ai dû faire pas mal de parcours, de voyages, mais enfin j'ai l'habitude. Donc j'allais de Varsovie à Stettin, qui se trouve sur la mer Baltique, à 550 km, pour enregistrer la chorale. Je l'ai ramené à Varsovie et je l'ai greffé sur l'orchestre et les effets spéciaux. Il faut que je rajoute aussi que l'arrangement qui a été fait sur ce disque a été fait par un des plus grands musiciens polonais, qui s'appelle Krzysztof Hergin, qui est un gars avec qui j'ai fait pas mal de musique de film. Donc moi je faisais la musique, lui faisait les orchestrations. On s'est bien marré. Et quelle était l'inspiration justement pour faire cette musique-là ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Le voyage, je suppose, était aussi porteur pour ça. Oui, tout à fait. Parce que bon, là, on parle de l'océan, on parle de l'Odyssée, il y a des images avec des baleines. Donc, qu'est-ce que vous avez été par là-bas justement pour vous imprégner de l'atmosphère, de l'ambiance, du lieu ? Tout à fait, parce que je trouve qu'on a chacun une odyssée. On vit une vie, mais c'est chaque fois une odyssée. Et on s'est basé un petit peu évidemment sur Homère, l'Odyssée d'Homère, et on a repris d'ailleurs la traduction en latin de ce qui avait été fait sur les thèmes de l'Odyssée, comme Sirène ou le Cyclope. Tous ces thèmes de l'Odyssée, certains sont instrumentaux, mais certains sont chantés par mon contre-ténor Dominique Corbiot. Et ce mélange d'effets spéciaux, de musique classique et pop, ont fait que c'est devenu une pop cantate, quoi. J'appellerais ça comme ça aujourd'hui. Enfin. Qu'est-ce qui vous inspire et vous rend curieux dans la vie ? Mais mon rêve, c'est de faire un opéra, mais ça devient très compliqué parce que là, j'aurais tout fait quand même. Chanteur, producteur. Oui, en fait, je suis un rêve qui m'est arrivé en fait, mais tout à fait par hasard. C'est le fait de devenir producteur aussi de mes propres films, ce que j'ai commencé à faire en 2011, où j'ai coproduit avec l'Espagne et le Portugal le film Le Consul de Bordeaux, qui est quand même un thème assez tragique et important, puisqu'il s'agit de Aristide de Sousa Mendes, qui a sauvé 30 000 vies pendant la guerre. C'était ma première coproduction. Là maintenant, en ce moment, j'ai coproduit avec mon éditeur français. Donc je suis principal dans cette production, puisque je suis non seulement producteur, compositeur, chauffeur et narrateur. C'est-à-dire que là, je me retrouve tout d'un coup en train d'interviewer des Indiens en Amérique, puisque j'ai connu l'Amérique, j'y ai vécu pendant 4 ans aussi. Et ça fait l'objet d'un documentaire qui s'appelle La danse des Kachina, qui est donc la tribu Hopi en Arizona et Nouveau-Mexique,
que j'ai été tourné pour la télévision française. Et donc ça passe tout le temps sur France 2. Et le dernier film donc en date, c'est de la traversée du Canada que j'ai fait aussi avec ma voiture et une équipe, donc avec des drones, et où j'ai tourné des images magnifiques sur la First Nation, ils appellent ça la Première Nation, Kwakiutl. Les Kwakiutl, c'est ceux qui font ces fameux totems qui sont extraordinaires. Et ils ont un art qui pourrait ressembler à celui de Picasso, je dirais. Ils sont vraiment merveilleux. Et un peuple, mais alors vraiment magnifique. Beaucoup plus sympa encore que les Hopis que j'avais rencontrés aux États-Unis. Parce que les Kwakiutl, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Par contre, les Hopis, ça a été plus dur. Voilà. Allez, le tout dernier film que j'ai fait, c'est justement avec Philippe Soreille, sur les Vikings. Ça m'a intéressé aussi, ce peuple qui était barbare, mais qui en même temps est une civilisation très importante. Et on serait étonné de ce qu'ils nous ont apporté aussi. Ils nous ont pas seulement pris des choses, mais ils ont apporté des choses. Ils ont leur culture et tout ça. Donc, et ça passe également sur France 2 pour l'instant. Et il y a aussi un autre film qu'on a fait avec Philippe qui s'appelle 7 jours à Rome. Ça, c'est plutôt la Dolce Vita à Rome en 7 jours. Donc, du coup, on va passer à l'autre aspect de l'émission qui est le grand témoin. Et donc, on a le plaisir de retrouver donc Philippe Soreille ici sur RCF. Bonjour Philippe Soreille. Bonjour Henri, bonjour à tous. Salut. Alors, je veux savoir un petit peu comment s'est fait votre rencontre avec Henri Sirocca. Ça remonte à de nombreuses années, lorsqu'Henri était un jeune chanteur crooner qui proposait aussi des compositions qui passaient à l'Eurovision, tout ça. Donc moi j'étais présentateur RTL Télévision Luxembourg, et puis voilà, puis on s'est connus comme ça, puis on s'est un peu perdu de vue, et puis on s'est retrouvés, puis on s'est perdu de vue, etc. Le temps faisant, chacun avait son parcours, et puis un jour, on s'est recroisés. Je lui ai demandé s'il n'avait pas dans ses stocks d'inventions musicales les musiques qui pouvaient éventuellement m'aider à illustrer un film que j'ai réalisé sur la ville de Rome. Et puis il est arrivé avec une panoplie de propositions et je me suis rendu compte qu'on avait une belle collision et un bel esprit de collaboration. Lui pour illustrer les images. Et donc avec des musiques certaines existantes, d'autres qui étaient là un peu latentes. Et donc voilà, ça a été une première collaboration très efficace sur ce film sur Rome. Voilà. Comment est-ce que vous décrivez l'artiste Henri Sirocca? C'est un bon vivant. Bon, je vais sortir. C'est un bon vivant qui aime les belles et bonnes choses, qui a la sensibilité musicale, mais aussi très très humaine, qui sait se fondre un petit peu dans l'univers des autres pour l'illustrer au mieux avec ce qu'il peut y apporter. C'est un ami avec qui on peut échanger des confidences. C'est quelqu'un de fidèle. Voilà, il a énormément de qualités. Et puis là aussi, là maintenant, il peut être aussi une source d'inspiration pour des prochains projets. Pour l'instant, ils sont un tout petit peu en berne, vu la situation que nous vivons tous. Ah, tu l'as dit. Et donc, voilà. Donc en fait, c'est un petit peu la difficulté, c'est de vivre sans projet pour des artistes et des compositeurs, des créatifs et des créateurs comme lui. C'est certainement une période très très difficile à vivre parce qu'on a besoin d'être là dans l'action, dans la création, dans l'imaginaire. On a besoin aussi de se projeter dans l'avenir et pour l'instant tout ça est très compliqué pour beaucoup de monde, mais pour les artistes tout particulièrement. On vient de l'apprendre, là vous êtes également donc réalisateur. Donc comment se passe la collaboration avec Henri? Comment est-ce que vous mettez sa musique sur vos films? On va chercher chez lui un peu la palette de couleurs qui nous convient. Mais l'aventure pour moi la plus extraordinaire que nous ayons vécue ensemble, c'est quand même la dernière, celle qui tourne autour du film que j'ai eu le plaisir de réaliser un peu en complicité aussi avec lui autour du monde des Vikings et des Vikings danois. Donc c'est un film qui passe dans les circuits de
conférences, mais aussi destinées à la télévision, chaîne de télévision, tout ça. Et en fait, un jour, je me retrouvais chez lui au Québec, dans la maison qu'il a achetée dans les Laurentides, en me préparant à faire une belle tournée avec le film sur Rome, et puis je lui parle de ce projet que j'avais en tête de tourner un film autour du monde des Vikings. Puis je le regarde et je me dis, mais il est un peu viking, lui, quelque part. Hein. Donc ça pourrait peut-être s'accrocher. Et alors là-dessus, il me dit, mais écoute, c'est incroyable ce que tu me dis là, parce que je dois composer pour un événement très important au nord de la Pologne, dans une ville qui s'appelle Stettin. Je dois composer une pièce musicale, chœur et orchestre d'une petite heure. Et voilà. Et alors là-dessus, il me fait écouter une composition qui était sur un CD de musique celtique et qui devait dater des années 2000. Il me fait écouter ça comme ça parce que j'aime aussi beaucoup la musique celtique. Et à un moment donné, j'écoute un titre qui s'appelle Loch Ness. Et puis je dis, mais enfin, c'est toi qui as composé ça? Ben oui, il dit pourquoi? Tu as composé ça quand? Ben regarde, c'est en 2000. Et en fait, cette musique a exactement les bases musicales des 3 notes de base, mais les mêmes que le générique de la série Viking, auquel j'étais évidemment particulièrement attaché, puisque la série Viking, moi je la suivais, et pour cause, puisque c'était totalement une immersion dans le monde. Je dis, enfin, c'est incroyable. Sur Netflix. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Je dis, mais c'est la musique du film. Mais je dis, mais est-ce que tu pourrais éventuellement extrapoler et refaire quelque chose, justement, pour illustrer la musique. Attends, j'étais à 2 doigts de leur faire un procès quand je t'écoutais. Mais non, oui, non. Mais écoute, ils se sont inspirés. Ils se sont peut-être inspirés, c'est sûr. Soit ils se sont inspirés, soit c'est une conjonction d'inspiration que les Vikings ont amené dans l'esprit des 2 musiciens en question, mais j'étais scié, quoi. Et donc, et Henri se dit, mais pourquoi pas, effectivement. La ville de Stettin est à côté d'une autre ville qui s'appelle Wolin, qui est au nord de la Pologne et qui organise chaque année le plus grand rassemblement de Vikings au monde. C'est à 50 kilomètres de là. Je dis, mais alors je vais aller tourner là, évidemment. Et donc voilà. Ainsi, nous avons réalisé cette musique dont je me suis inspiré. Et alors, le grand confort pour un réalisateur de films comme moi, de documentaires, c'est de pouvoir monter sur une musique existante. Mmh. Ça, c'est un confort extraordinaire. Donc, la musique inspire les images ont inspiré, et le sujet ont inspiré la musique. C'est un échange parfait. Tout le monde a quelque chose de viking en soi. Et toi particulièrement, mon cher Henri. T'as raison. Philippe Soret, merci d'avoir témoigné sur Henri dans cette émission La vie d'artiste sur RCF. Je voulais savoir quelle était votre actualité à vous. Il y a le film Viking forcément, mais il y a encore d'autres actualités qui sont en préparation ou qui vont sortir. Écoutez, il y a une actualité qui est plus discrète, c'est que je m'attelle à la fin de la rédaction d'un roman que j'ai entamé il y a 5 ans. Mmh. Alors voilà, c'est une course de longue haleine. Je suis en train d'entrevoir ce qui pourrait être la fin de ce travail qui m'a plongé dans un exercice auquel je suis pas du tout habitué, qui est d'inventer. J'ai plutôt toujours été un reporter ou un rapporteur ou un intervieweur ou quelqu'un qui s'intéressait aux autres. Là, je suis obligé d'aller chercher au fond de moi-même une forme d'inventivité que je me suis quelque part un peu découverte. Voilà, donc ça c'est mon petit paradis secret pour l'instant. Et puis pour le reste, on espère malgré tout que les séances exploration du monde à travers la Belgique vont pouvoir reprendre avec le film Danemark-Normandie sur la route des Vikings. On s'y apprête si les nouvelles sanitaires nous le permettent. Normalement, ça devrait reprendre dans le courant du mois de février pour ce qui est des 20 séances qui n'ont pas pu avoir lieu en automne dernier. On l'espère en tout cas, et on touche le bureau en bois du studio pour que ça se réalise assez rapidement et qu'on puisse tous retrouver effectivement les salles de spectacle, les salles de projection. Merci beaucoup Philippe Soret et à très bientôt. Merci mon cher Philippe, à très vite. Salut, à très bientôt Henri. Ouais, salut. Ciao. On arrive déjà à la fin de cette émission, vous écouterez encore pendant des heures, c'est vraiment intéressant et très passionnant d'être avec vous. On termine souvent cette émission avec des questions un petit peu bizarres ou étranges, alors j'ai une question pour vous, est-ce que vous avez une habitude bizarre ou étrange ?
On a tous, je crois qu'on a tous des habitudes bizarres, ça dépend. En ce moment, je crois que beaucoup de gens doivent avoir des attitudes bizarres, parce que je ne vois que ma petite fille et mon fils. Je vois personne d'autre. Donc tout se fait sur Skype. Comme je le disais avec Stein Connings tout à l'heure, j'ai eu 1 heure de Skype. Ma foi, on développe ce projet qui me tient vraiment à cœur. Non, mais ça trotte tout le temps. Là, ce qui est bizarre peut-être en moi maintenant, c'est que je vais retourner à mes sources, puisque lundi prochain, je suis à Berlin, où je vais retrouver des amis avec qui je travaillais au studio Hansa, qui est ce fameux studio mythique où David Bowie enregistré dans les années 70. Donc, chaque fois, c'est comme un recommencement. J'ai l'impression et c'est ça qui me maintient, et que j'arrête pas d'écrire, donc, d'où la dernière symphonie, et j'espère que ça va continuer. Je crois que j'aurai le temps de me reposer quand je serai mort, quoi. Ça, c'est sûr. Si on était dans votre tête, qu'est-ce qu'on pourrait souvent entendre? Ah, des tas de mélodies, ça c'est sûr. La première chose, votre première pensée au réveil et votre dernière pensée au coucher, c'est quoi? Au réveil, c'est plutôt le café. Au coucher, c'est un bon petit vin rouge pour mieux dormir. Merci beaucoup. Merci Stéphane, et j'espère à bientôt. À bientôt, bien sûr, oui. Merci beaucoup. En tout cas, vos musiques, on les passera sur RCF sans problème, ça passe très bien dans la thématique de la radio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière.